Mon métier consiste aussi à établir s'il y a eu geste criminel. Et dans ce cas, s'il était raisonné ou irraisonné. La frontière est très mince, hein. C'est pour ça que nous avons des médecins derrière nous. Ah, oui, voilà, oui. Psychiatre. Il n'y en a pas un qui dit comme l'autre. J'évite de les lire trop. Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous remercie pour votre visite. La folie meurtrière. Pourquoi ce titre? Folie meurtrière, un titre qui peut paraître grandiloquent, voire hyperbolique. En fait, il définit le fil directeur de cette élaboration, qui évoque d'une part un fait divers survenu en France au XXe siècle, qui probablement illustre le plus cette folie meurtrière, et d'autre part un cas clinique que j'ai pu moi-même documenter et qui est aussi exceptionnel, et je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a des liens à faire entre ces deux affaires. Alors comme vous le savez, un certain nombre d'organes de presse en France se sont de tout temps spécialisés dans ce qu'on appelle les faits divers. À la fois en racontant au lecteur les crimes les plus récents, mais aussi en leur proposant des feuilletons à thématique policière. Parmi ces faits divers, il y en a un qui, à l'époque, a marqué les esprits, comme on dit, c'est l'affaire des sœurs Papin. Alors les choses se situent en 1932, dans la ville du Mans, une maison bourgeoise, où travaillent deux sœurs. Elles sont employées de maison, l'une est cuisinière, l'autre femme de chambre. Elles travaillent sur place depuis plusieurs années. Comme on dit à l'époque, elles sont logées, nourries, blanchies et de surcroît, elles ont un bon salaire. Elles sont célibataires, sans enfants, très proches l'une de l'autre. La patronne, comme on dit, est réputée autoritaire, exigeante, mais pas plus que ce que l'on pouvait observer à l'époque, dans ce genre de milieu de la haute bourgeoisie. Un soir, la maîtresse de maison et sa fille sont de retour au domicile, et à ce moment-là, les deux sœurs vont les agresser, les frapper, les immobiliser, puis elles vont énucléer les deux femmes, alors qu'elles sont vivantes, c'est-à-dire elles vont, avec un doigt, expulser le globe oculaire de l'orbite, puis elles vont les assommer. En utilisant un marteau et des couteaux, elles vont les mutiler de toutes les façons possibles et laisser les cadavres, avec en particulier le sexe de chacune, exploser. Elles vont se laver, se changer et se coucher. Bon, elles sont arrêtées, jugées. La sœur aînée condamnée à mort, donc à l'époque la guillotine, et pendant son séjour en prison, elle va devenir tantôt prostrée, tantôt agitée, incohérente, confuse, délirante. Elle ne s'alimente plus. Elle est donc transférée dans ce qu'on appelait à l'époque un asile psychiatrique, où elle mourra quelques semaines plus tard de refus de s'alimenter. La Benjamine, elle est condamnée à, je crois, une quinzaine d'années de travaux forcés, une interdiction de séjour et on la perdra de vue. Alors cette affaire illustre tout à fait ce que l'on nomme la folie meurtrière, la rage, la fureur criminelle. Et il y a aussi ce décalage entre le spectacle de la scène de crime et l'absence objective de mobile, puisqu'il n'y avait pas de conflit ouvert entre l'employeur et ses employés. Ce crime, qui est exceptionnel puisqu'on a affaire à un double assassinat qui est commis par deux sœurs. Alors cette affaire, elle va susciter une très grande émotion dans la population, susciter la curiosité de certains intellectuels, en particulier à l'époque dans les milieux surréalistes. Et un écrivain comme Jean Genet va produire une pièce de théâtre qui s'inspire de ce drame. Des années plus tard, le metteur en scène Claude Chabrol réalise un film qui s'inspire de ce fait divers. Je vous rappelle que Claude Chabrol, à l'origine, était critique de cinéma et il était tout à fait fasciné par les films d'Alfred Hitchcock, dont il s'est beaucoup inspiré. Alors, de nos jours, les médias contemporains, lorsqu'ils décrivent un fait divers, il faut, comme on dit, cocher un certain nombre de cases pour que ça soit, entre guillemets, non pas populaire, mais pour que ça magnétise le public. Alors, le criminel, il faut qu'il soit, si possible, marginal, consommateur de substances, récidiviste, pourquoi pas issu d'une immigration. Une scène de crime décrite pour engendrer la peur et l'horreur. La victime, elle doit incarner l'innocence, donc un enfant.
ou la vulnérabilité, la faiblesse, une personne âgée, un handicapé, une femme. Et je crois savoir qu'en France, il y a un qualificatif intitulé féminicide. Alors je ne sais pas si il a sa place dans l'espace juridique. Tout criminologue français ne peut pas contester le fait que dans le domaine du crime, les femmes peuvent tout autant faire preuve de cruauté, de cynisme et de dissimulation qu'un homme. Voici une illustration qui se situe aux États-Unis au début des années 90, où une jeune femme avait alerté la police parce qu'un individu noir vole sa voiture dans laquelle il y a ses 2 enfants qui ont, je crois, 3 à 4 ans. La vérité, c'est qu'elle a elle-même assassiné ses 2 enfants en les attachant vivants au siège du véhicule. Et elle a poussé la voiture dans un lac. Le cas clinique dont je vous ai parlé, le contexte est le suivant. Dans les années 90, j'ai moi-même travaillé comme psychiatre environ 4 heures par semaine dans un centre de détention. Un jour, le médecin de ce centre me demande d'évaluer une dame qui vient d'être transférée d'une maison d'arrêt où elle est restée 2 mois. Elle est incarcérée pour assassinat et doit être jugée dans une cour d'assises, c'est-à-dire d'ici 2 à 3 ans. J'ai 2 entretiens avec cette dame et mes conclusions sont les suivantes. D'une part, elle a un diagnostic de trouble de personnalité paranoïaque. D'autre part, j'ai la certitude qu'au moment où elle a assassiné son mari, elle était délirante. Alors quel est le contexte criminel? Il est le suivant. Un couple de paysans, la soixantaine, sans enfants, qui vit dans une ferme laitière familiale, dans un endroit isolé. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de présence. Et les tâches sont partagées. Un soir au souper, cette femme se lève de table, passe derrière son mari, ouvre un tiroir où elle a caché un marteau, il y a donc préméditation, par conséquent ça n'est plus un homicide mais c'est un assassinat, et tue son mari à coups de marteau en lui fracassant le crâne. Je fais ici un aparté pour vous rappeler qu'aux États-Unis, dans les États où la peine de mort est en vigueur, à partir du moment où il y a préméditation, on applique la peine de mort. Par exemple, si une femme qui rentre à son domicile découvre son mari dans le lit conjugal avec sa maîtresse et qu'elle tue la maîtresse, elle ne sera pas condamnée à mort. Si un homme tue sa femme en maquillant un meurtre en accident d'automobile pour toucher une assurance vie, il y a préméditation, donc la peine de mort est appliquée. Selon Louis Dire, les gendarmes qui ont documenté la scène de crime ont été choqués par ce qu'ils ont découvert. Un homme, un cadavre, affalé sur la table, qui n'a plus de tête, puisque tous les morceaux sont éparpillés dans la pièce, sur le sol, sur la table, sur les murs. Ce qui nous donne une idée de la violence, comme on dit, des coups portés, qui sont répétitifs. Le mobile serait une mésentente conjugale, et cette femme, bon, elle est comme vous et moi, elle n'a aucun antécédent psychiatrique. Mes 2 conclusions sont les suivantes, je le répète, un trouble de personnalité et elle est délirante au moment où elle assassine son mari. Alors, ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette observation clinique, qui peut paraître banale, c'est le fait que l'on retrouve ce qui est écrit à l'époque. L'individu porteur de ce trouble de personnalité devenu délirant, après avoir commis ce crime, est quasiment guéri. Le délire a disparu, les traits de personnalité se sont atténués, ne sont plus actifs, ils sont quasiment diaphragmés, et cette personne redevient, comme dirait l'autre, tout un chacun. Ce qui était le cas de cette dame que j'ai pu évaluer. Le meurtre ayant un effet cathartique. Et ce phénomène est spécifique à cette pathologie. Il n'y a pas d'équivalent dans le domaine de la psychiatrie. Quand on se déplace dans l'espace judiciaire, ce personnage passe à travers les mailles du filet d'une expertise psychiatrique. Alors ce qui, bien entendu, convoque un article du Code pénal qui s'appelle l'article 64, qui à l'époque était en vigueur. Voici une illustration cinématographique de cet article sur l'inspecteur Maigret de Georges Simenon, Bruno Kremer jouant le rôle de l'inspecteur Maigret et Michel Duchossois jouant le rôle d'un avocat parisien. Mon obsession, c'est l'article 64. Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action. Ou s'il a été contraint par une force contre laquelle il n'a pu résister. Alors. Eh bien, cette personne sera jugée et condamnée à une peine de prison. Et
ce selon un principe de responsabilité pénale. Alors qu'en fait, elle devrait normalement être reconnue comme irresponsable et bénéficier de cet article, ex-article 64, devenu un nouvel article. Voici 2 articles du Code pénal qui font exception à la responsabilité pénale. Donc cet article rend le coupable non responsable de ses actes. Et en général, on transfère l'individu de l'espace judiciaire, après le jugement, vers un autre espace qui est celui à la fois d'un lieu de sûreté et d'un lieu de soins, c'est-à-dire un établissement spécialisé pour recevoir ce type d'individu. À l'époque, je me souviens, on appelait ça une unité pour malades difficiles. Alors, il y a des liens à faire entre ce cas et ce fait divers qui date des années 30. Pourquoi ? Dans le cas des sœurs Papin, et comme je peux le confirmer dans le cas de cette dame que j'ai évaluée, tout d'abord, il y a un trouble de personnalité paranoïaque, rare et spécifique. C'est un psychiatre allemand, Kretschmer, qui, je crois en 1919, définit donc le délire sensitif de relation, en insistant sur le côté relationnel et à tout ce qui, dans la quotidienneté, peut engendrer et alimenter ce délire interprétatif. Avait documenté plusieurs dizaines de cas de patients qui avaient ce profil. La plupart, ce sont des femmes qui sont au plus bas de l'échelle sociale à l'époque. Femmes de ménage, servantes, bonnes, ouvrières de base dans une petite manufacture, etc. Elles sont décrites par ce psychiatre comme étant hyposténiques, c'est-à-dire qu'elles sont à l'envers du paranoïaque traditionnel qui, lui, est ce qu'on appelle hypersténique. C'est-à-dire un individu qui, comme on dit, est plein de lui, orgueilleux, méfiant, susceptible, quérulant, bavard, etc. Donc il prend beaucoup de place. Voici une illustration, un extrait du film Kane Mutiny, où Humphrey Bogart joue le rôle du Captain Quid, un personnage paranoïaque hypersténique. Around with their shirt tails hanging out, that's all right. Let them. Take the tow line. Defective equipment, no more, no less. But they encourage the crew to go around scoffing at me and spreading wild rumors about steaming in circles and then old Yellowstain. I was to blame for Lieutenant Merrick's incompetence and poor seamanship. Lieutenant Merrick was the perfect officer, but not Captain Queeg. Ah, but the strawberries. Par contre, le paranoïaque hyposténique, lui, c'est un individu qui est timide, réservé, effacé, pas conflictuel, en apparence. Par contre, il y a des traits de personnalité qui sont intérieurs et qui sont alimentés par une rigidité mentale, par des ruminations centrées sur un échec personnel, une estime de soi médiocre, une dépressivité de l'humeur, une anxiété, une rancune, un ressentiment vis-à-vis de l'entourage qui est perçu comme malveillant, qui lui vaudrait du mal. Et progressivement, ces traits de personnalité vont en s'aggravant. Et à ce moment-là, il va se développer un délire. Le psychiatre allemand nomme le délire de relation des sensitifs, parce qu'il est relationnel. C'est-à-dire que l'individu paranoïaque se retrouve au centre de ce délire de persécution, alimenté par des idées interprétatives, c'est-à-dire qu'il interprète tout ce qui lui arrive dans sa quotidienneté comme étant dans le registre malveillant, méchant, persécutant. Que ça soit une réflexion, une blague à connotation sexuelle, une remarque, peu importe. L'environnement est hostile. Et à un moment donné, cet individu va se focaliser sur quelqu'un de son entourage pour en faire le persécuteur désigné, même si ce personnage ignore complètement ce qui se passe, ne fait même pas attention à ce que développe cette personne dans sa tête. Il est devenu le persécuteur désigné. Et il faut le détruire. Il faut détruire cet objet qui est dangereux en l'assassinant. Et c'est ce qu'a commis cette femme à l'insu de son mari qui n'a rien vu venir, où elle était devenue délirante et délirait sur son mari, à qui elle reprochait de ne pas être aimant, d'être parfois brutal, de la dévaloriser, etc. Avec une part de vérité, évidemment. Mais il a aussi repris dans ce contexte
persécutoire. Donc il y a un lien à faire entre ces deux affaires qui sont marquées par l'horreur de la scène de crime. En 1932, le médecin Jacques Lacan, qui travaille à la clinique de l'encéphale et des maladies mentales à Paris, rédige une thèse de psychiatrie, dont voici la publication. Il fait référence en particulier au psychiatre allemand Kretschmer. Dans ce domaine des délires que l'on dit interprétatifs et qui ont le plus souvent un rapport avec une personnalité paranoïaque, il y en a un autre qui lui aussi est très rare et aussi tout à fait spectaculaire. C'est ce qu'on appelle l'érotomanie. Alors de quoi s'agit-il? Le plus souvent, c'est une jeune femme qui est secrètement amoureuse d'un homme. Ils ne se fréquentent pas, ils ne se parlent pas. Elle est persuadée qu'il l'aime, qu'il la protège, qu'il ne peut pas s'engager. Et ça dure pendant des mois, voire des années. Et à un moment donné, les choses vont en s'aggravant, parce que cet amour devient de la haine pour cet individu qui, au fond, ne répond pas à ses attentes. Et cette jeune femme va, le plus souvent, tenter d'assassiner cet amoureux supposé. Un de mes collègues médecin spécialiste lui-même a été victime de ce contexte psychiatrique, puisque dans l'immeuble où il habitait, une jeune femme a présenté ce tableau qui s'adressait à lui. Et à un moment donné, quand il l'a croisée dans l'immeuble, elle devenait un peu plus familière. Elle faisait des sourires. Le matin, sur le pare-brise de sa voiture, il trouvait une fleur, une rose. Je crois trouver 2 fois un paquet cadeau posé devant l'entrée de son appartement. Ça a duré pendant des semaines et il se demandait d'où ça venait. Et puis un jour, il la croise dans l'entrée de l'immeuble. Et contrairement à ses habitudes, elle n'est absolument pas souriante ou avenante, mais elle a une espèce de regard venimeux et ouvre son sac à main, sort un pistolet pour l'assassiner. Alors il a eu le réflexe de l'immobiliser, il n'a pas été blessé et elle a été arrêtée par la police. Et il ne s'y attendait absolument pas. Que cette femme, au fond, n'avait jamais manifesté quoi que ce soit qui pouvait faire évoquer qu'elle attendait de lui qu'il l'aime. Donc il était devenu un objet de haine, une haine farouche. Le ressentiment, la rancune. Alors, comme vous le savez, l'univers carcéral est un milieu étanche, fermé, peu accessible au grand public, sauf exception. Et si je devais, comme dans le cinéma hollywoodien, résumer un scénario en une phrase, je pourrais en toute modestie décrire cet univers comme étant un milieu où la quotidienneté est constamment l'objet de négociations. Et que le carburant de cette négociation quotidienne, c'est l'autorité, le pouvoir et voire la violence. Ça fait vivre à l'individu qui est incarcéré une espèce de vie artificielle qui va au-delà de la privation de liberté. Disons, ces simples éléments de la vie quotidienne sont l'objet constamment de négociations. Et il y a dans la tête des individus qui vivent dans ce milieu constamment la méfiance, l'agressivité, la jalousie, la peur, la souffrance, le désespoir, etc. Sans doute, au-delà de la restriction de liberté, ça fait partie de la pénibilité et de la sanction. Parce qu'entre nous, la folie n'existe pas. Ou alors on est tous fous. Le philosophe Michel Foucault rédige une thèse de philosophie intitulée « L'histoire de la folie à l'âge classique ». Et selon un de ses propos, la folie, c'est l'autre de la raison. Probablement est-ce pour expliciter le fait que la folie n'a pas de définition, puisqu'elle est accessible dans différents champs du savoir. Et dans chaque champ du savoir, comme la psychiatrie, la criminologie, la sociologie, la philosophie, chaque approche ne peut pas être, comme on dit, totalisante. J'émets ici l'hypothèse de travail selon laquelle la sœur aînée Christine Papin, qui est l'instigatrice de ce double assassinat, était d'une part paranoïaque, sur un mode sensitif, et d'autre part, au moment de ce double assassinat, elle était elle-même délirante. Je ne rentre pas dans les détails, il y a eu historiquement dans cette maison bourgeoise
un certain nombre de petits conflits dans la quotidienneté qui ont probablement alimenté le vécu persécutif chez cette jeune femme. Pour conclure cette vidéo de manière plus divertissante et pour illustrer la folie, comme vous le savez, dans des vidéos précédentes, j'ai eu l'occasion d'analyser comment la folie et les fous sont illustrés à Hollywood. Je vous rappelle que dans le cinéma hollywoodien, auquel je fais souvent référence, le genre iconique qui a à voir avec la folie, c'est le burlesque. Cinéma burlesque où le héros se retrouve dans des situations folles, qui associent l'inouï, la démesure, l'absurde, l'incompréhensible, etc. Tout ceci pour alimenter le comique et engendrer dans le public l'envie de rire. En majorité dans le cinéma muet, mais aussi dans le cinéma parlant. Voici deux extraits muets avec Harold Lloyd et l'autre parlant avec W.C. Fields. Little tiny dog, and he sneaked right up behind me and bit me right like that. You're rather fortunate it wasn't a Newfoundland dog that bit you. You sit down. It's not going to hurt. Come on, come on. Come on now. I'll try not to be so cruel this time. Come on, come on. Oh, doctor, I can't let you do that again. Oh.